Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue sur Horizon Sport. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Et pour bien commencer, quoi de mieux qu'être accompagné par mes 4 chroniqueurs. Bonjour Mickaël Nassieux. Bonjour Olivier. Bonjour Quentin Hatton. Bonjour Olivier. Bonjour Élise Ansel. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Et merci d'être présents, chers chroniqueurs. Au programme de l'émission, on va parler handball avec la Coupe de France et donc les huitièmes de finale du paddle, un sport qui est en train de prendre une grande ampleur. Nous aborderons ensuite du golf avec la phase finale du DP World Tour. Nous aborderons ensuite un peu de jeux vidéo pour changer de domaine avec la Lyon eSport. On va faire un retour un peu sur cette compétition qui s'est passée donc la semaine dernière. Pour clôturer les chroniques, Horizon Sport vous propose un petit flash info sur 3 rencontres qui se sont déjà passées, 3 prochaines rencontres à suivre sur nos clubs locaux, suivi des thématiques sur les champions de demain et le club prometteur. Et cette fois-ci, petite surprise, ça sera en rapport avec la Coupe du Monde. Pour terminer, on vous propose un reportage réalisé par notre chroniqueur ici même, Vincent Gaillet, et Radio Côte-Varoise. Il traite le paddle afin de vous éclaircir un peu plus sur sa chronique. On commence sans plus attendre avec vous, Mickaël. La Coupe de France a tenu ses promesses au handball en ce début de semaine. Pouvez-vous nous en dire plus ? La magie de la Coupe, très clairement Olivier. Ce mardi et ce mercredi soir se déroulaient les huitièmes de finale de la Coupe de France de handball. Et puis pour le plus grand bonheur des téléspectateurs, les rencontres ont offert beaucoup de spectacles et beaucoup de suspense. A commencer par la rencontre entre Chartres et Dunkerque qui s'est déroulée mardi soir à la halle Jean Cochet de Chartres et où les Chartrains se sont imposés à la toute dernière seconde grâce à une réalisation d'Alexa Kolakovic et un tir survenu très clairement de nulle part. Voilà, succès 34-33 de Chartres qui rejoint les quarts de finale. Et du côté de Saint-Raphaël, on a vu aussi une équipe en forme, Mickaël. Tout à fait, cette fois-ci c'est Raphaël Cocheteux qui s'est démarqué des autres joueurs présents sur le terrain. L'ailier gauche et ancien international français a très clairement performé. Il a permis tout d'abord aux Varois d'égaliser sur le buzzer et d'arracher à 27 partout la séance de tir au but. Puis sur les pénaltys, il en a inscrit 7 sur les 10 tirés par les Raphaélois. Succès 35-34 des Varois qui rejoignent également à leur tour les quarts de finale de la compétition. Et donc, qu'en est-il des autres résultats de ces équipes qui rejoignent les quarts de finale ? Eh bien écoutez, il y a eu également quelques frayeurs, notamment pour le Paris Saint-Germain, qui a contrôlé dans l'ensemble sa rencontre face à Chambéry, mais qui a lâché et qui a permis aux Savoyards de revenir dans les ultimes minutes. Victoire du PSG 31-30. Après, il y a l'US Ivry, promu cette saison en première division, qui est allé performer et qui est allé créer la surprise lors de son déplacement à Cesson-Rennes. Puis du classique, Nîmes, Aix, Montpellier et Nantes se sont qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, donc désormais place à la Liqui Moly Star League qui reprend ses droits ce week-end. Et donc on verra bien si Paris va renouveler son titre. Vous, chers chroniqueurs, que pensez-vous ? Avez-vous un favori donc, pour cette Coupe de France ? Allez-y Vincent. Moi je suis chauvin, je suis nîmois donc je dirais Nîmes, mais ça me fait mal de dire ça. Montpellier pareil, un petit peu plus favori pour cette compétition. Merci Vincent. Et vous Élise ? Je pense que je ne prendrais pas trop de risques en disant Paris. Oui, bon, Paris pourrait défendre son titre. Donc même si on a vu face à Chambéry des complications, je pense que vous avez raison de prendre de risques. Quentin, vous, un favori ? Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier les Nantais parce qu'ils ont tendance à plutôt bien jouer quand il s'agit des compétitions françaises. Donc Nantes, pourquoi pas. Merci, chers chroniqueurs, de vos réponses. Changeons désormais de sport. Prônez les règles du tennis, les murs des terrains de squash, la lecture des joueurs de pelote basque. Mixez le tout et vous obtenez le nouveau phénomène des sports de raquettes, le paddle. Vincent, cette discipline est un peu particulière. Comme on l'avait très bien dit Olivier, le paddle c'est un mix de plusieurs sports de raquettes et pourtant, croyez-moi, il est unique ce sport. Déjà les raquettes sont plus petites, plus épaisses et surtout pas de cordage. Un terrain plus petit, entouré de parois en verre et de grillages d'une hauteur de 3 mètres. Mais on retrouve quand même quelques similarités avec le tennis. Déjà c'est un 2 contre 2 sur un petit terrain séparé par un filet, une balle jaune et surtout le même système de points. Et donc pour le coup Vincent, on remarque de plus en plus de personnes jouer au paddle. Quelles sont les raisons selon vous ? Déjà le premier point c'est l'accessibilité, autant dans son apprentissage que dans sa pratique. Et comme pour les jeux vidéo, on dit qu'il est easy to learn et hard to master. C'est plus simple que le tennis, ça demande moins de technique et moins de tactique. L'autre force, c'est la convivialité. Le fait qu'on se soit en double, ça crée une vraie cohésion entre les deux joueurs.
Et on a des points fantastiques avec les vitres, les rebonds, c'est assez satisfaisant à regarder et on devient très vite addict. Merci Vincent, mais on voit aussi ce sport prendre une grande ampleur, alors que ce soit sur les réseaux sociaux ou la télévision. La couverture médiatique de ce domaine est-elle en train de rentrer dans une nouvelle ère, tout simplement? Bah exactement Olivier, en fait le paddle fait son trou déjà en France. Alors pour le petit point historique, ça vient d'Acapulco dans les années 60 donc au Mexique. Ça s'est énormément développé dans le début des années 2000 en Espagne et en Argentine. Et c'est même devenu le sport de raquette numéro 1 en Espagne. En France, on avance petit à petit, étape par étape. Les indicateurs de développement sont énormes, de plus en plus de terrains, de clubs, mais surtout de licenciés. On est quand même passé de 7 000 à 24 000 entre 2019 et 2022. Le paddle connaît un sacré pic de popularité et même récemment, Canal+ a signé des droits télé avec le circuit international WPT pour diffuser les différentes étapes du circuit. Donc on a RMC, un intérêt d'RMC, Beansport, de la radio, de la presse écrite avec la naissance d'un magazine 100% paddle. C'est clair que ce nouveau sport de raquette a un avenir radieux dans l'Hexagone. Alors parler c'est mieux, parler c'est bien, mais voir c'est mieux. Donc on va vous montrer un reportage en fin d'émission. Ça vous donnera quelques idées sur ce sport et je pense que ça peut vous plaire. Merci Vincent, mais ce week-end c'est aussi une étape très importante des Masters de Buenos Aires. Exactement, c'est un des gros tournois du WPT, donc ça va être très très intéressant à regarder si vous avez l'occasion, c'est sur Canal+. Donc ça va être très très sympa. Moi j'ai un favori pour cette compétition. Dites-nous. La paire Pablo Lima et Stupachuk est argentin, c'est chez lui. Je pense qu'il va avoir vraiment envie de gagner ce tournoi. Ils ont fait une très bonne performance à Malmö récemment et je pense qu'ils peuvent être très intéressants aussi à regarder. D'accord Vincent, et vous, cher chroniqueur, Élise? Bah, le petit nouveau Navarro Tailo, ils ont quelque chose à prouver, je pense. C'est hâte de voir la suite, en tout cas, de ce qu'ils peuvent donner. Bon, on verra bien. Michael? Moi, je mettrais une petite pièce pour Guy Cherès et Tapia, tout simplement. Ils sont également les locaux de cette étape, puisqu'ils sont argentins. Et puis, ils se sont inclinés samedi dernier, il me semble, en finale à Malmö. Donc, je pense qu'ils vont avoir vraiment un esprit revanchard demain. Samedi, pardon. Pas de souci. Et vous, Quentin, un favori? Moi, je vais faire plus simple, je vais partir sur la paire numéro 1 mondiale, LeBron et Galan. LeBron et Galan, tout simplement. Merci Vincent pour cette chronique sur le paddle, un sport très intéressant. Et on va aborder un autre sport, le golf. Si vous y connaissez un peu, Quentin va nous en dire plus. C'est le dernier volet de la saison européenne, de la saison 2021-2022 de golf. Exactement Olivier, le fameux DP World Tour Championship commence ce jeudi. 4 jours de compétition qui rassemblent 50 des meilleurs joueurs en Europe. C'est la 5e et dernière épreuve estampillée Rolex Series qui regroupe les tournois majeurs du championnat. C'est surtout le plus gros prize money de la saison avec à la clé 10 millions de dollars pour le vainqueur. Et donc c'est une compétition qui rassemble un peu les meilleurs joueurs du tournoi européen. Quels sont les favoris? Rory McIlroy est très attendu. Le Britannique est de retour sur le toit du monde. Sa place de numéro 1 mondial et de leader sur le tour européen le démontre. Tommy Fleetwood, quant à lui, est en très grande forme après sa victoire la semaine dernière sur le Nedbank Golf Challenge en Afrique du Sud. A noter l'absence du champion en titre Collin Morikawa. L'Américain avait remporté le DP World Tour Championship la saison dernière, ce qui lui avait permis de terminer l'édition 2021 à la première position. On peut aussi souligner les absences des grosses têtes d'affiche que sont Will Zalatoris pour blessure, mais aussi Thomas Pieters pour raison familiale. Et on a appris aussi le nom de 4 Français sur le départ ce jeudi. Alors oui, Victor Pérez, Antoine Rosner, Mathieu Pavon et Romain Langasque. C'est 2 fois plus que la saison dernière. Victor et Antoine étaient déjà présents, hélas pour des résultats bien décevants. Espérons cette fois-ci que la chance tourne du côté des Français, comme ce fut le cas lors du dernier tournoi du Challenge Tour la semaine dernière. En effet, 3 Français sont parvenus à obtenir leur ticket pour le DP World Tour la saison prochaine. Il s'agit de Robincio Siegrist, de Clément Sordet et de Yeong Won Ko. Très bien, merci Quentin. On va changer totalement d'univers, on va parler un peu de jeux vidéo avec le e-sport Élise. Une grande compétition a eu lieu à Lyon la semaine dernière plutôt. C'est ça, c'était le retour de la LES édition 2022, c'est-à-dire la Lyon e-sport tout simplement. Elle s'est déroulée du vendredi 11 au dimanche 13 novembre dernier au Centre des Congrès de Lyon. Après une édition 2021 en distanciel à cause de la pandémie du Covid-19, cette année les tournois ont été en LAN, c'est-à-dire sur scène avec des casteurs et des spectateurs. Mais aussi en streaming, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes du e-sport. Et donc un beau programme était à l'affiche, j'imagine. Ah, exactement, vendredi ça a commencé avec la Worms Cup de Zerator, célèbre streamer qu'on ne présente plus.
qui a été présenté, je pourrais même dire casté par lui-même et notre cher Mintos, un véritable régal. Victoire pour la team Fidzi. Dans la même soirée, la finale de la Coupe de France de League of Legends, remportée haut la main par la team Vitality. Une revanche prise en battant LDS-COL 3-0. La chaîne Twitch de OTP était bien évidemment au rendez-vous pour la diffusion. Et les 2 jours suivants, du Teamfight Tactique, TFT pour les intimes, tournoi remporté par EasyBrank, et du Valorant avec la belle première victoire de Mandatory. Ça n'a pas manqué de faire réagir notre cher Zerator pour son équipe sur scène et sur Twitter. Un tweet à la Zera, on l'entendrait presque s'exclamer rien qu'en le lisant. Et donc il y a un week-end fort en émotion, et est-ce que des replays sont disponibles ? Qui dit streaming dit rediffusion. Si vous avez raté l'événement, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, on retrouvera une flambée de best-of et de VOD sur YouTube. Il y en a déjà de disponibles sur la chaîne de Zerator. Sinon, en attendant, il y a pas mal de clips sur le compte Twitter de l'événement, d'OTP et des équipes présentes ce week-end. Merci Élise, et avant d'aborder les prochaines thématiques sur le champion de demain, je vous propose un petit flash info sur 3 rencontres de nos clubs locaux. Ce mardi et mercredi, c'était la première division de volley féminin et la 7e journée. 2 clubs locaux se sont imposés. D'abord le Racing Club de Cannes sur le score de 3-7-0 face à Vendeuvre-Nancy. Une victoire donc les plaçant à la 3e place du championnat. Reste à voir le prochain adversaire France Avenir ce samedi. Actuel leader, le Volleyro, le Canet, s'est imposé 3-7-1 contre le Valois. Premier depuis la 6e journée, c'est bis repetita pour cette 7e journée. Les joueuses de Milan Gurzic repartent avec les 3 points et gardent la tête. Donc, prochaine rencontre, Vendeuvre-Nancy, rencontre à suivre pour voir si le Canet restera leader de ce championnat. Du hockey sur glace avec les Aigles de Nice, une défaite malheureusement 5-2 à Gap ce lundi soir. Les Niçois figurent donc à la 8e place du classement et se retrouvent donc à 2 points de la zone rouge. Alors un match très intéressant à suivre prochainement parce que c'est Chamonix, et Chamonix c'est les avant-derniers du championnat. Alors on verra bien si Nice va pouvoir se relancer et tenter de décrocher une place un peu plus élevée. On va maintenant aborder la thématique suivante sur le champion de demain avec Mickaël et Vincent. Prenons désormais la direction de la Savoie et du handball avec un jeune joueur prometteur qui devrait faire parler de lui très prochainement, Mickaël Nassieux. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement Olivier, je vais vous parler d'un jeune joueur qui devrait faire les beaux jours de sa discipline dans les échéances à venir. Il s'agit de Sacha Mantz, 20 ans, pivot au centre de formation du Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball. Arrivé dans les Alpes il y a 2 ans et demi, il est originaire du sud-ouest de la France, a démarré le handball en Vendée dans le club de Pouzauges et avant de faire ses classes dans les équipes jeunes de l'ETEC Charente Handball en banlieue d'Angoulême et de faire partie en parallèle du pôle espoir tout d'abord de Limoges puis de celui de Talence Bordeaux. Sérieux et ultra motivé à faire carrière dans son sport, Sacha fait partie depuis le mois de mars dernier de l'équipe de France des moins de 21 ans. Il a notamment pu faire quelques rassemblements, quelques tournois et notamment le tournoi prestigieux du Tibi Handball et a participé en juillet dernier aux championnats d'Europe qui se sont déroulés à Porto au Portugal. Championnat d'Europe dans lequel il a terminé à la 6e position avec les Bleus. Spécialiste de la défense, il est régulièrement appelé à s'entraîner avec l'équipe professionnelle de Chambéry et on a pu notamment le voir en Coupe d'Europe avec la team Chambé, mais également en Liqui Moly Sterling ou en Coupe de France depuis les derniers mois. Merci Mickaël, et donc un beau profil, et déjà un très bon début de carrière. Vincent, pouvez-vous nous parler un peu de ces prochaines étapes, échéances plutôt ? Le moins que l'on puisse dire, c'est que les prochaines semaines, elles vont être décisives pour Sacha. Déjà, il arrive en fin de contrat dans son centre de formation en fin de saison, donc ça va commencer un peu à bouger autour de lui. Les recruteurs vont lui faire les yeux doux, ça c'est clair. Vu son niveau prometteur, il va avoir le choix. Soit un précieux contrat dans son club formateur à Chambéry, soit un autre club qu'il aimerait aussi au sein de leur rang. Alors forcément, on l'imagine, il va redoubler d'efforts d'ici janvier et prouver qu'il a une place dans cet effectif de Chambéry. Pour ça, il va falloir continuer et confirmer à performer en National 1. Mais il n'y a pas qu'en club que Sacha a des objectifs. L'équipe de France reste aussi capitale pour le jeune handballeur. Sacha a un sacré programme avec les U21, un stage en janvier, puis le tournoi à Tibi en région parisienne, et surtout cet été le mondial en Grèce et en Allemagne. L'occasion pour lui de se révéler à l'international. Un programme chargé donc pour la jeune pépite de Chambéry, mais Sacha garde la tête froide, il y va étape par étape et reste surtout concentré sur son prochain match de samedi à Tardets, au Pays Basque.
Merci Vincent. Et donc la question qu'on se pose, pensez-vous qu'il pourrait signer en tant que professionnel, Mickaël ? Eh bien écoutez, c'est son objectif, hein, forcément. Après, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, notamment est-ce que Chambéry compte conserver ses pivots actuels ? Est-ce que Chambéry compte sur lui ? On le voit régulièrement, comme je l'expliquais, avec les effectifs professionnels. Mais voilà, le handball et le sport de manière générale, il faut avoir un facteur qui s'appelle la chance aussi. Voilà, être là au bon moment. Donc à l'heure actuelle, c'est compliqué de le dire parce qu'on n'est pas dans la peau et dans la tête des dirigeants savoyards. Mais honnêtement, je pense pour le suivre de très près qu'il a une réelle carte à jouer avec les Chambériens. De toute manière, si c'est pas avec la team Chambé, je suis pas inquiet pour lui. Et comme le disait Vincent, il y a beaucoup d'autres clubs qui aimeraient avoir un joueur de ce profil. Ok, merci Mickaël. Et vous Vincent, pensez-vous le voir performer un peu plus ? Déjà, il performe, on l'a dit, il a déjà fait la Coupe d'Europe, il a joué en championnat de France, donc je pense que les clubs l'ont déjà remarqué. En équipe de France, il prouve déjà des choses, et puis cet été, il aura encore plus de choses à prouver. Donc forcément, oui, il a une carte à jouer, et comme on le disait juste avant, il y a d'autres clubs qui vont lui faire les yeux doux, donc je m'inquiète pas pour lui. Eh ben, c'est ce qu'on lui souhaite, une brillante carrière. Merci à vous, Mickaël et Vincent. On va passer à la thématique suivante avec donc le club de demain, mais cette fois à l'approche de la Coupe du Monde et du match d'ouverture de Qatar-Équateur. On va parler d'une sélection de football qui est plus précisément l'outsider aux actions humanitaires, Quentin. Alors oui Olivier, on va parler du Danemark qui s'apprête à participer à la 5e Coupe du Monde de son histoire. Les Rouges et Blancs font partie du groupe des Bleus et débutent la compétition mardi face à la Tunisie. La liste complète du Danemark, elle est sortie ce week-end. Y figure notamment le gardien niçois Kasper Schmeichel, ainsi que le patron de la défense Simon Kjær. Au milieu de terrain, la belle histoire est le retour de Christian Eriksen, après son arrêt cardiaque survenu l'été dernier lors de l'Euro. En attaque, il faudra suivre la pépite Mikkel Damsgaard, ou encore l'ancien buteur de l'OGC Nice, Kasper Dolberg. Cette sélection, elle est très attendue et elle marque les esprits depuis 2 ans. Un magnifique parcours jusqu'en demi-finale de l'Euro 2021. Une campagne de qualification à la Coupe du Monde maîtrisée à la perfection, ce groupe soudé autour de son capitaine Eriksen propose l'un des meilleurs jeux du football international. Merci Quentin. Et au-delà de son niveau de jeu, de ses belles ambitions, le Danemark se fait entendre en dehors du terrain. La sélection ne cache pas sa position face au pays organisateur, Elise. Et ça commence fort avec la déclaration de la marque Hummel Sport, équipementier de l'équipe nationale danoise. Nous ne voulons pas être visibles pendant un tournoi qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Nous soutenons l'équipe nationale du Danemark jusqu'au bout, mais ce n'est pas pour autant que nous soutenons le choix du Qatar comme pays organisateur. Les maillots danois pour cette compétition seront donc entièrement unis. Les détails habituels de la marque, donc le logo, les petits fleurons sur les épaules, seront de la même couleur que le maillot, tout comme le blason de la Fédération danoise de football. 3 couleurs donc, rouge et blanc, et noir, couleur du deuil. Merci beaucoup Élise. Et donc la question que tout le monde se pose sur ce plateau, avez-vous un favori donc, pour cette Coupe du Monde, Vincent ? Alors, ça me fait pas plaisir de le dire, mais le Portugal, pour moi, est ultra favori. J'étais surpris ce matin de voir que dans les probabilités de favoris, le Portugal ne faisait pas partie. On a eu même l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. Bon, le Portugal a une équipe quand même qui est très solide, avec des joueurs prometteurs et des joueurs d'expérience. Si Cristiano Ronaldo n'est pas très bon avec Manchester United et c'est compliqué depuis le début de la saison, c'est quand même sa dernière Coupe du Monde, c'est peut-être l'occasion ou jamais de la gagner. Donc je mettrai une petite pièce sur le Portugal. Et oui, malheureusement, on a vu des mésententes entre Cristiano Ronaldo et son coéquipier Bruno Fernandes, 2 joueurs de Manchester United. Mais à voir, évidemment, une équipe qui peut performer dans cette Coupe du Monde. Élise, un favori pour cette Coupe du Monde ? Je suis un peu une chauvine, moi, donc je dirais la France, forcément. Sinon, j'avoue que l'Allemagne me fait peut-être un petit peu peur. Enfin, en tout cas, pour la France, bien évidemment. Donc je dirais la France et notre pays voisin, l'Allemagne. Les deux. Oui, c'est ça. L'un des deux, une finale France-Allemagne. Ouais, ça serait pas mal. Ok. Et vous, Mickaël ? Personnellement, j'ai pas particulièrement de favoris. Voilà, c'est une Coupe du Monde. On sait qu'il y a forcément des gros qui vont aller loin, mais aussi qui vont passer à la trappe rapidement. Les compétitions internationales de ce genre sont très souvent remplies de surprises, et des surprises, on peut en avoir aussi avec des équipes outsiders. Voilà, je mettrais bien une petite pièce, pas pour aller jusqu'au bout, mais pour faire un gros parcours, notamment sur le Danemark. Peut-être une équipe comme le Japon aussi, ça va vous surprendre, mais qui a, si je ne me trompe pas, en 2018 huitième de fait finale, de belles choses, voilà, et embêté de belles équipes. Voilà, oui, ça. elle a failli éliminer la Belgique. C'est ça. Donc voilà, après, pas spécialement de favoris, mais je pense qu'on va avoir quelques surprises, oui. Merci Miguel. Et Quentin, et vous ? Moi je suis totalement d'accord avec Mickaël, je pense que
on va inscrire une nouvelle sélection au palmarès de la Coupe du Monde. Je pense que le Danemark, le Sénégal, bon, Sadio Mané, c'est dommage franchement parce que j'étais réellement parti sur le Sénégal. Si Sadio Mané était présent, il ne sera pas là, c'est vraiment un coup dur. Mais pourquoi pas le Danemark, les Pays-Bas aussi, franchement, ils ont un effectif monstrueux. Je pense que la Coupe du Monde va quand même être sympa à suivre. Ouais, ça pourrait être une belle revanche pour les Pays-Bas. 3 finales perdues et surtout la dernière Coupe du Monde non disputée et un Euro un peu difficile. Et ben on verra bien. Moi, je ne vais pas trop prendre de risques. Je vais dire le Brésil, même si mon cœur serait pour l'Argentine et pour Léo Messi, un joueur. Et pas pour la France donc. Pour la France, oui, évidemment pour la France, mais je vous avoue que je ne sais pas. Malheureusement, je vois la malédiction se répéter. Mais il est vrai que le Brésil pourrait gagner cette Coupe du Monde et l'Argentine, ça serait tellement beau pour un Lionel Messi qui a de l'envie de faire comme un certain Maradona. Merci, chers chroniqueurs, de vos réponses et pour votre présence et de vos chroniques, évidemment. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous, on se dit à dans 2 semaines et on vous laisse sur un reportage sur le grand tournoi amateur de paddle de l'étape du Paddle Point Tour à Bandol. Reportage réalisé en juillet par Vincent Gallier et Radio Côte-Varoise. C'est dans un cadre idyllique que le tennis club de Bandol a accueilli ce week-end la 8e étape du Cupra Paddle Point Tour, le plus grand circuit amateur de paddle en France. Une première pour le club situé sur la presqu'île du Cap-Lan qui témoigne de l'expansion du nouveau phénomène de raquettes. Comme de nombreux Français, Nicolas a lui aussi été séduit par le paddle. Pour lui, son succès n'est pas un hasard. Cette année, avec un pote, on s'est vraiment mis à fond, avec plusieurs potes d'ailleurs. Et puis ça nous a pris, donc du coup on a acheté le matériel, les chaussures qui sont neuves. Et on s'est mis franco, on fait des P25, des P100. C'est le paddle, je trouve plus de convivialité, plus facile d'accès. Et l'esprit est différent du tennis, ça c'est, on voit bien, hein, les paddles sont pleins, il n'y a personne au tennis. La bonne ambiance, le fait d'être joué 2 contre 2 aussi, ça soude, même si on ne se connaît pas, ça c'est important. Au programme de nombreuses animations, One Point Championship, session découverte pour les enfants, tombola, match d'exhibition avec la présence de joueurs professionnels, mais aussi une clinique, l'opportunité pour les participants de faire quelques balles avec les pros. Pour Mélissa Martin, 4e meilleure joueuse française, cette proximité est primordiale pour faire rayonner et promouvoir le paddle. Faire en sorte que le paddle reste une fête et reste quelque chose de convivial, c'est un peu le but du tour, donc que tout le monde puisse en profiter. Et donc on va essayer de grandir, il y aura plus d'étapes encore l'année prochaine, il y en aura 17. Après l'objectif c'est d'en faire en Europe, dans toute l'Europe. Et on veut garder cet esprit sympa, convivial, festif, avec aussi des animations enfants qu'on fait, donc les pros, les amateurs, donc un peu c'est un mélange et un mix de tout le monde, de tous les niveaux et tous les âges. Et on espère continuer et que ça prendra encore plus d'ampleur. L'objectif du Cupra Paddle Point Tour est de proposer aux joueurs bien plus qu'un tournoi, une expérience unique. C'est un vrai circuit haut de gamme pour le paddle amateur qui, selon Franck Lemousse, séduit de plus en plus de clubs en France. Ce que l'on remarque, c'est que les gens nous appellent. C'est que maintenant, il y a des clubs qui nous appellent pour éventuellement faire partie de l'édition 2023. Donc ça veut dire que bouche à oreille, que tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur tout ce qui peut être commenté sur les événements du Cupra Paddle Point Tour fonctionne. Les gens ont envie d'en faire partie. Sur les prochaines étapes de cette année, on va refaire la même chose. Là pour l'instant on continue, c'est quelque chose que l'on ancre bien dans l'ADN en fait de ce tour. Et pour l'année prochaine, on a déjà des réflexions, mais on a envie d'apporter des surprises. Et quand les gens viennent sur ces événements, c'est beaucoup de surprises en fait. Ils ne s'attendent pas à tout ça, ils ne s'attendent pas à être remerciés, à autant de cadeaux, autant d'animations, autant de jeux. Donc on annoncera à un moment, mais pour l'instant on se les garde. Dans une ambiance conviviale et festive à l'image de ce sport, la réussite du Cupra Paddle Point Tour témoigne de l'expansion du paddle en France. Prochaine étape à Beau-Soleil, Monaco puis Rennes, avant de clôturer cette magnifique saison à Paris le 16 et 17 septembre aux Pyramides. En tout cas, pas de doute, l'édition 2023 promet de nombreuses surprises.